Bonjour, je m'appelle Audrey May et je suis la créatrice de la méthode Raconte-moi mon histoire et aujourd'hui je trouvais intéressant de vous raconter mon histoire. Alors au tout début, en fait, moi je suis née le 24 janvier 1980 à 11h02 à la maternité de Cholet, dans le 49, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Et en fait, dès le début, j'ai entendu mes parents et notamment me dire « Ah Audrey, on t'a tellement attendu, j'ai tellement souffert. » Tellement souffert, et moi j'étais là, oh, ça doit être long en fait de faire des enfants en 7 ans, c'est long. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute ma vie, en tout cas toute mon enfance, en fait, je me suis pas vraiment sentie à ma place. Et pendant très longtemps, je me suis dit, mais en fait, on a dû échanger les bébés parce que je me sentais voilà, différente, j'étais très timide, j'étais très coincée. Moi, j'ai eu un petit frère 2 ans et demi après ma naissance. Et il était dans la joie, il était rigolo, et moi j'étais tout le temps dans mes bouquins, et j'étais, ah mais en fait, je suis une extraterrestre, qu'est-ce que je fais dans cette famille? Et j'étais tout le temps dans les livres en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, je me sentais pas à ma place. Et je me disais, en fait, j'ai été parachutée dans cette famille, et pourquoi je me sens comme ça? Je sais qu'à la maison, je pouvais facilement libérer ma colère, c'était surtout ma mère qui prenait cette colère. Et en fait, il y avait un truc, c'est que je disais toujours à ma mère, de toute manière, je suis persuadée que j'étais adoptée et que t'es pas ma mère. Et en fait, ça la faisait bondir. Et vous savez, et en fait, il y a cette notion où les enfants, ils savent exactement appuyer là où ça fait mal. Et chez ma mère, en fait, c'était ça le bouton. Je disais, ah, j'étais adoptée, t'es pas ma mère. Et j'étais, mais en fait, c'est bizarre. Pourquoi ma mère, elle surréagit comme ça? Donc, je commençais déjà à me poser des questions et à me dire, pourquoi cette réaction? Et en fait, j'ai jamais partagé ça avec qui que ce soit. En fait, j'étais la petite fille modèle. J'étais celle qui parle pas, en fait. J'étais toujours dans mon livre. On me disait, ah, mais Audrey, t'es toujours dans tes livres. J'étais toujours collée. J'avais l'impression d'être dans les jupons de ma mère. Et je parlais pas. Dès que ma famille pouvait me parler, je rougissais. Si on m'offrait des cadeaux à Noël, je pleurais. Enfin, c'était très difficile pour moi de recevoir des cadeaux. Je devais être une des seules enfants à ne pas aimer les cadeaux. C'était compliqué. Tout comme je n'aimais pas les vacances. Pour moi, l'école, c'était hyper important parce que j'apprenais des choses. Et je me suis vraiment construite avec les livres. J'avais vraiment envie d'apprendre dans les livres. Je suis dans les livres et j'apprends en fait comment naissent les bébés. Étape par étape, et du coup, je vois cette femme, les jambes écartées, du sang, et le bébé qui sort étape par étape. Et je me dis, en fait, je comprends pourquoi ma mère, elle n'a pas arrêté de me dire qu'elle avait souffert pour m'avoir, parce que effectivement, vu les photos, on peut que souffrir. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est déjà venu réveiller, ou en tout cas mettre cette petite graine qui est les enfants, c'est compliqué, et les enfants, ça fait mal. Et avec cette notion de j'ai fait souffrir ma mère, elle me disait toujours « Audrey, j'ai tellement souffert pour t'avoir ». Donc je crois que cette petite fille, avec le recul bien évidemment, elle s'est dit « Avoir des bébés, c'est long, c'est compliqué, et puis en plus, ça fait mal, et j'ai fait souffrir ma mère ». Je crois que voilà, je me sentais responsable de ça. Alors peut-être que c'est ce qui me mettait en colère vis-à-vis d'elle, parce qu'un enfant, quand il n'arrive pas à prendre soin de ses parents, il va se sentir en colère, il va se sentir impuissant. Moi, je suis née dans les années 80, donc parler des émotions, parler de ce qu'on a à l'intérieur de soi, ce n'était pas possible. Mais je m'interrogeais, j'observais ma mère, j'observais mon père, j'étais là, mais en quoi on se ressemble? Il faut savoir que mes parents ont les cheveux très foncés, les yeux foncés, et moi et mon frère, on était très blonds aux yeux bleus. Et j'étais là, mais comment ils ont pu faire des enfants aussi différents physiquement? Il y avait un truc qui coinçait, je ne savais pas quoi, mais ça coinçait. Et je crois que le summum, c'est quand, à 7 ans, j'ai appris que le Père Noël, c'était pas le Père Noël. Et j'étais là, mais en fait, comment des parents peuvent mentir à des enfants? J'étais là, mais comment mes parents, ils ont pu me mentir à moi? Comment l'ensemble des adultes peuvent mentir aux enfants? Et à ce moment-là, donc je devais avoir 7 ans, j'ai décidé d'arrêter de faire confiance dans les adultes et je me suis plongée dans les bouquins. Je me suis dit, en fait, les bouquins, ils mentent pas. Et à ce moment-là, ma ligne de route, c'était les livres, les livres, les livres, je vais apprendre dans les livres. On me disait, ah, Audrey, t'es toujours dans tes livres, Audrey, t'aimes que l'école. Bah oui, j'aime que l'école parce qu'en fait, c'est à l'école que j'apprends les choses. Et on apprend en cours de SVT la couleur des yeux, comment ça se fabrique. Et en fait, j'apprends que les yeux bleus, c'est récessif. Alors récessif, c'est quoi? Ça veut dire que mes parents peuvent l'avoir dans leurs cellules, mais ils vont pas s'exprimer chez les parents, mais ils peuvent s'exprimer chez les enfants.
Donc je me dis, bon, en fait, dans ma famille, il y a des yeux bleus, donc bon, ben, probablement ce sont mes parents, même si ils n'ont pas ces yeux bleus. Mais je reste perplexe. Et puis après, on apprend les groupes sanguins, et je me dis, bah, les groupes sanguins, c'est sûr, en fait, je vais savoir si c'est bien mes parents. Et en fait, je suis O négatif, ma mère, elle est O négatif, mon père, il est O positif. Et là aussi, je me dis, bon, bah, ça peut être mes parents. Et je suis un peu, pas déçue, en fait, mais je comprends pas entre, oui, biologiquement, ça peut être mes parents, dans ce que j'apprends à l'école, et il y a quand même un truc qui cloche. Mais ça, je peux pas le dire, c'est juste dans mes cellules. Vers l'adolescence, j'ai une photo de moi qui ressemble énormément à la photo de ma mère quand elle m'a dans les bras à la maternité, et je me dis, ah ouais, ok. Je crois que c'est à l'adolescence que je comprends que ma mère est bien ma mère. Tu vois, c'est bizarre, mais je me dis, ok, bon, ça marche. Parce qu'elle me disait, ah mais Audrey, tu vois bien les photos de la maternité. Bah oui, je vois bien les photos de la maternité, mais bon. Mais là, il y avait une ressemblance. Et vis-à-vis de mon père, j'essayais vraiment de chercher partout les taches de naissance, les taches de rousseur sur les bras, mais en fait, je pense que j'ai passé toute ma vie à chercher en quoi je ressemblais à mon père. Alors j'étais, bon, bah, je suis timide comme mon père. Mais c'était intriguant. Et ce qui est aussi fou dans cet album photo, il y a une photo sur laquelle je bug parce que je me dis, ah mais en fait, je ressemble à mon cousin. C'est une photo de moi où j'ai une casquette, j'ai un côté assez masculine, un côté assez masculin. Je me dis, ah bah en fait, il y a des similitudes avec mon cousin, et je me dis, bah en fait, ok, bah je fais partie de cette famille, parce que si je ressemble à mon cousin qui est blond aux yeux bleus, ok, bon, bah je ressemble pas forcément à mes parents, mais je ressemble à mon cousin. Et en fait, au bout d'un moment, moi, j'arrête de me prendre la tête avec ça, je me dis, bon, bah en fait, faut arrêter de chercher, et la vie continue, donc je continue mes études de kinésithérapie. Peu de temps après, j'ai mon ex-petite amie qui se suicide, et en fait, bah, c'est ce qui m'amène à la kinésiologie, parce qu'en fait, 1 an après son suicide, pendant 1 an, je ne fais que de pleurer. Je me dis, bon, Audrey, il va falloir se trouver une solution, et je me voyais pas aller voir un psy, je sais pas, je le sentais pas, et ça faisait longtemps qu'on m'avait parlé de la kinésiologie, et je me suis dit, bah, ok, c'est le moment d'aller voir une kinésiologue. Et là, ça a vraiment été un vrai coup de cœur, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est le métier que je veux faire depuis le début. C'est ça que je veux faire, c'est ce métier-là. Bon, bah, c'est dommage, parce que j'ai passé beaucoup d'années d'études à faire ce concours de kiné et l'avoir. Et c'est une vraie révélation, et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, je veux devenir kinésiologue. Ce suicide, c'est un vrai tournant, parce que à la suite de ça, j'ai commencé à vivre. Donc j'avais 28 ans, ça me met une grosse claque, vraiment, je prends conscience que les gens peuvent mourir, et je deviens en hyper vigilance, je sais pas comment on peut dire, mais avec cette notion de, en fait, les gens que j'aime peuvent mourir, et je suis encore plus au taquet, j'ai vraiment à cœur que les gens aillent bien. C'est comme si, même en tant que thérapeute, il faut que les gens aillent bien, parce que sinon ils peuvent mourir. Donc je me mets une sorte de grosse cape sur les épaules de sauveuse. Et en même temps, il y a une sorte de déclic qui fait que maintenant, la vie, c'est maintenant. Et je commence à voyager, je commence à faire des choses pour moi. Et la kinésiologie va me révéler. Je commence à sourire, je commence à me connaître, je commence à enlever tous les carcans et tous les masques. Et je suis plus cette petite Audrey qui était si timide. Après, avec la kinésiologie, on travaille sur soi, on libère de plus en plus de choses. Et je me suis spécialisée en traduction de bébé, où on apprend en fait qu'à l'intérieur du ventre, on peut mettre en place des pensées limitantes. Et à ma prof, quand je lui raconte mon histoire, les forceps et ce que me disait ma mère, elle me dit, mais en fait, cette petite Audrey, elle s'est sentie responsable de la douleur de sa mère. Donc ce qu'elle va faire, c'est vouloir soigner sa mère. Et je me dis, peut-être que je suis en colère contre ça. Puis elle me disait, Audrey, j'ai tellement souffert, j'ai tellement attendu 7 ans. Je sais pas pourquoi j'avais cette colère, mais elle était là et c'était injuste, mais c'était inexplicable. Et ça m'interroge sur vraiment qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse, qu'est-ce qui s'est passé à la naissance, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place comme pensée limitante. Donc je vais chercher des indices auprès de ma mère et elle me dit, oui Audrey, j'ai beaucoup souffert. Je fais, bah oui, j'entends bien. Elle me dit, oh puis j'ai eu la péridurale. Je lui dis, bah comment ça la péridurale? Elle me fait, bah oui, tu sais, la péridurale, j'ai rien senti. Mais je dis là, mais dans ma tête ça bug, tu vois, et je me dis, mais ça fait des années qu'elle me dit qu'elle a souffert, et aujourd'hui, là, elle me dit qu'elle a eu la péridurale et qu'elle n'a pas souffert. Et dans ma tête, ça bug. Mais il y a plein de choses qui bug, en fait, dans ma tête, parce qu'il y a ça,
Il y a le fait que j'attire toujours les mêmes styles d'hommes, c'est-à-dire que j'attire toujours des hommes qui ne veulent pas d'enfants ou qui ont déjà des enfants et qui en veulent pas d'autres. Et je me dis, mais qu'est-ce qui cloche en fait dans ma vie? Je m'interroge beaucoup sur la maternité. Pendant un moment, je suis persuadée d'être stérile. Donc en fait, je vais finir par faire des tests pour savoir si je suis stérile. Au final, je suis pas du tout stérile. Mes taux, ils sont hyper forts. Et on me dit, bah en fait, non, vous pouvez carrément avoir des enfants. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je me sentais stérile? C'est quoi cette colère? Ma mère, elle me dit qu'elle n'a pas souffert. Et à ce moment-là, je déjeune avec mon frère. Et je lui parle de ce test, de cette notion de stérilité. Il me fait, bah écoute Audrey, c'est hyper bizarre parce que moi aussi, bah, je me suis toujours sentie stérile. Et en fait, la même année que toi, j'ai fait un test pour savoir si j'étais stérile. Et je suis pas stérile. Et c'est ce qui a été le déclic et qui m'a permis d'avoir mes enfants. Et à ce moment-là, je lui dis, mais en fait, c'est bizarre, en fait. On est frères et sœurs, on a toujours été persuadés qu'on était stériles. Et toi, tu fais des tests la même année que moi. Et il me dit, ah ouais, c'est fou. Et en fait, là, je sens une brèche et je commence à tout lui dérouler. En lui disant, en fait, j'ai feuilleté l'album photo et je trouve que je ressemble beaucoup à notre cousin. Je trouve que tu ressembles beaucoup à son frère. Et je me dis, ça se trouve, les parents, ils ont eu des problèmes pour avoir des enfants, et en fait, ils ont demandé à notre oncle d'avoir des enfants. Enfin, ils ont demandé à notre oncle pour avoir des enfants, pour nous avoir. Et là, je perds mon frère. Clairement, il me dit, mais n'importe quoi, Audrey, t'es complètement tarée. Et je le laisse tranquille avec ça. Mais moi, de mon côté, je me dis, mais en fait, il y a un truc en fait, on était persuadés tous les deux qu'on était stériles, on fait un test la même année, ma mère me dit qu'elle n'a pas souffert, et je commence petit à petit à avoir plein de morceaux de puzzle, sans vraiment connaître encore toute l'histoire, mais je sens que je touche du doigt quelque chose, quoi. Ce que je fais, c'est que j'appelle ma mère en fait pour avoir des réponses, parce que en fait, il se passe trop de choses, donc j'appelle ma mère. Et je lui dis, bon, oh Audrey, oui Audrey, oui maman, je lui dis, est-ce que mon père est mon père? Cash, parce que je n'ai pas de tact. Et elle me dit, oh mais oui, bien évidemment que c'est ton père, on t'a attendu tellement longtemps, on vous a tellement désiré, toi et ton frère, donc oui, avec ces questions, tu me poses toujours plein de questions. Je raccroche, et je me dis, c'est vrai, pourquoi embêter en fait mes parents? En fait, j'ai été élevée dans l'amour, dans plein de choses, donc qu'est-ce que tu vas chercher encore et encore? Juste accepte que c'est ça, quoi. Mais à l'intérieur de moi, c'est plus fort que moi, ça pulse, et j'arrive pas à... C'est plus fort que moi. Et à l'époque, mon compagnon me dit, mais Audrey, arrête, quoi. Je fais, non, mais je sens qu'il y a quelque chose, je veux savoir la vérité. Et il me fait, mais en fait, non. Tu vas remuer la merde, les secrets de famille, les tabous, faut surtout pas en parler. Tes parents, ils sont super, t'as une super famille, reste là-dessus, quoi. Je dis, ah bon, écoute, garde tes croyances et tes peurs, moi je vais continuer. Et 1 an après le coup de fil, je vais chez mes parents, et je sais à ce moment-là que mon père dort, je sais qu'il fait la sieste. Donc je sonne, ma mère ouvre, je lui prends la main, je lui dis même pas bonjour, je l'amène au rez-de-chaussée, je l'assois, et je lui dis, ok, maintenant est-ce que tu peux me dire si mon père est mon père? Et là, elle part en crise d'angoisse. Et en fait, moi, je sens la terreur dans ses yeux, et je me dis, en fait, je suis allée beaucoup trop loin. Et je me dis, voilà, j'aurais dû écouter cette personne, j'aurais vraiment dû me taire et rester avec ce que j'avais, parce que je dis, ma mère, en fait, elle est juste en train de mourir. En fait, j'ai encore son visage, c'est-à-dire, j'étais là, mais en fait, je suis en train de faire mourir ma mère. Et là, je sais pas pourquoi, comme par magie, il y a mon père qui débarque. Elle se jette dans ses bras, et elle lui dit, il va falloir dire la vérité à Audrey. Et là, en fait, ça s'arrête. C'est comme dans un film, ça fait ouh. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir me dire? C'est quoi, en fait? Ils vont pouvoir me dire quoi? Et là, c'est mon père qui prend la parole. Il faut savoir que mon père, c'est comme les pères silence. C'est-à-dire qu'un homme, sans vouloir faire de caricature, mais en tout cas des hommes qui sont nés dans les années 50, il parle pas, donc mon père il fait partie de ces personnes qui ne va jamais parler de ses émotions, de ses ressentis, qui va jamais parler de lui, et c'est lui qui prend la parole. Et je suis scotchée, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe?
Et là, en fait, ils m'expliquent qu'ils ont eu des difficultés à avoir des enfants, que ça a été compliqué, qu'ils ont essayé et que ça ne marchait pas. Ils ont demandé de l'aide à des médecins. Ils ont fait appel à un donneur. Et à ce moment-là, mon père, il me dit, mais en fait, on nous a dit de ne rien dire. C'est pour ça qu'on vous a pas dit la vérité. C'est parce qu'à l'époque, les médecins nous ont dit, vous ne dites rien. Et il me dit, j'avais peur de passer pour un non-homme. Tu vois, il se disait, mais en fait, si je dis la vérité, si je dis que je peux avoir un souci pour avoir des enfants, ben je vais passer pour un non-homme. Et puis il me dit, ben, j'avais peur que si je vous disais la vérité, ben, vous ne vouliez plus de moi comme père. Il faut savoir que mon père, à l'époque, il est pompier, et s'il avait dit que c'était compliqué pour lui d'avoir des enfants, il s'en serait pris mais plein la tronche. Enfin, vraiment, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Et je me dis, waouh, je comprends. Et ensuite, il y a ma mère qui prend le relais et qui me dit, ben voilà Audrey, c'est pour ça que j'ai autant souffert. J'ai souffert parce qu'en fait, moi, j'avais très envie de vous dire la vérité, et votre père ne préférait pas, pour toutes les raisons qu'il vient de me dire. Et elle me dit, mais en fait, si je vous disais la vérité, je trahissais mon chéri, et en même temps, en vous disant pas la vérité, ben, c'était mes enfants que je trahissais. Et elle me fait, mais j'ai tellement pleuré, j'ai tellement souffert. Et je me dis, mais en fait, j'ai compris pourquoi elle avait autant souffert. Elle n'avait pas souffert physiquement, parce qu'elle avait eu la péridurale, mais elle avait souffert émotionnellement, dans son cœur de femme, de vivre tout ça. Et en fait, la colère, à ce moment-là, vis-à-vis de ma mère, il n'y en a plus, en fait. Elle s'en va. Elle s'en va, cette colère. Et je me dis, bah, est-ce que c'était ma colère ? Est-ce que c'était sa colère à elle, de ne pas dire la vérité ? Tu vois, je ne sais pas encore. Et je sais enfin la vérité. Et c'est comme si, bah, là, toutes les pièces du puzzle sont enfin réunies. Et je me dis, ah... Et je suis, ah, mais je comprends mieux, en fait. Pourquoi, quand je lui disais que j'avais été adoptée, bah, ça la faisait vriller, parce que, bah, forcément... Puis j'arrêtais pas de lui poser des questions. Donc je comprenais mieux pourquoi j'étais autant en colère par rapport au Père Noël, où j'avais appris que c'était les parents. Enfin... Et j'avais ma petite fille à l'intérieur de moi qui était là. Parce qu'elle, elle savait la vérité. En fait, depuis le début de ma vie, elle tambourinait en disant, Audrey, il y a une vérité à dire. Et du coup, bah, à ce moment-là, il y a vraiment cette colère qui s'apaise. Il y a la petite Audrey qui est joyeuse. Et en fait, tout ce qui vient tout de suite après, c'est la peur. Pourquoi la peur ? Parce que je viens de découvrir un lourd secret de famille. Personne n'est au courant. Et en fait, j'ai très peur que mes parents se suicident. En fait, la première idée que j'ai, c'est... En fait, je viens de déceler un truc énorme et en fait, j'ai très peur. Et en fait, moi, comme mon ex-petite amie s'est suicidée, ma grand-mère s'est suicidée, enfin, le suicide est très présent dans ma vie. Et je me dis, waouh. Donc je suis restée, donc je crois que ça c'était le vendredi, et je suis restée avec eux tout le week-end avec cette peur de, il faut que je reste avec eux en fait parce qu'il va se passer quoi ? Parce que si je rentre chez moi et que je les laisse tous les deux, il va se passer quoi ? Enfin, est-ce qu'ils vont se prendre la tête ? Est-ce qu'ils vont faire... Donc je suis dans la peur. Je suis dans la peur. Il y a mon côté petite fille ou sauveuse, je ne sais pas laquelle apparaît, ou je sais pas, ou la thérapeute, mais je suis dans la peur. Bah, disons que pour gérer la suite, fallait que mon frère soit au courant. Voilà, donc ils me disent, faut peut-être en parler à Nicolas. Bah oui, on va en parler à Nicolas. Donc je prends ma cape de sauveuse et je leur dis, si vous voulez, je m'en occupe. Ah oui, Audrey, tu peux t'en occuper et tout. Toi, tu parles bien. Et je me dis, en fait, non, c'est pas mon rôle. En fait, c'est à vous de dire la vérité, c'est pas à moi. Et je fais, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se réunisse tous les quatre et on prend le temps en fait de parler de tout ça. Donc moi j'habite à Nantes, eux ils sont à Cholet, donc à 1 heure de route de Nantes. Et en fait ils ne m'attendent pas. C'est-à-dire qu'un jour mon frère débarque chez eux pour prendre un café et mes parents annoncent à mon frère, en fait voilà, tu es issu d'un don. Et mon frère repart retravailler, il est chauffeur de taxi et il repart avec ça et je me dis... Autant moi, j'avais conscience depuis le tout début, je savais. Donc moi, quand je l'ai su, ça m'a fait du bien. Mon frère, même si je lui avais dit 2-3 trucs,
Lui, il n'était pas du tout là-dedans, donc il s'est pris je dirais un boulet de canon. Je pense que lui, il serait plus à même de dire ce qu'il a ressenti à ce moment-là, mais bah, ça a été certainement beaucoup plus violent pour lui. Moi, j'étais prête. Bah, lui, peut-être, lui, il était bien dans sa vie. Enfin, tu vois, il y avait vraiment cette notion de bah oui, toi, Audrey, ok, tu savais, mais moi, ma vie, elle était bien avant le secret. Ça allait. Et hop, du coup, culpabilité et me dire, ben en fait, pourquoi tu voulais absolument trouver le secret? Puisque en fait, ça peut peut-être faire du mal à tes parents, à ton frère. Enfin, il y a une part de moi qui se sentait très égoïste par rapport à ça. Donc j'avais 36 ans, donc là j'ai 44, c'était il y a déjà 8 ans. Donc on en a parlé un petit peu plus avec mon frère l'année dernière, avec les mêmes questionnements en fait, sur bah, à quoi ressemble notre géniteur. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il y a d'autres demi-frères et demi-sœurs? Après, il y a tous les questionnements, c'est-à-dire, ok, donc je sais la vérité, mais c'est quoi ma branche en fait? Il manque un bout de mon arbre généalogique. Quand je vais voir les médecins et qu'on me dit, bah Audrey, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a du côté de votre mère, du côté de votre père? En fait, je sais pas. La moitié de mon arbre généalogique, je l'ai pas. Donc les antécédents médicaux. En fait, c'est tous ces petits trucs-là. Et je me dis, en fait, quand on fait des dons, mais ce serait tellement important que dans les dossiers médicaux, on ait au moins accès aux antécédents médicaux. J'entends qu'on n'a pas forcément envie de dire son nom, son prénom et tout ça, mais au moins qu'on ait un dossier médical pour savoir, nous, en tant qu'enfants, en tant qu'adultes, en tant qu'être humain, de savoir de quoi sont constitués nos gènes et s'il y a des maladies ou des choses comme ça, en fait. En fait, on ne saura jamais qui c'est, parce que moi j'ai fini par appeler l'organisme à Tours en disant, en fait, ça y est, je connais la vérité, est-ce que je peux avoir mon dossier? Ils m'ont dit, ah ben non madame, c'est pas votre dossier, c'est le dossier de vos parents, donc il faut demander à vos parents de demander le dossier. Ok, bon, papa, maman, alors, est-ce que vous pouvez faire le dossier? Donc ils l'ont fait avec grand plaisir. Et puis la seule réponse, ça a été, en fait, c'était il y a beaucoup trop d'années, donc en fait, les dossiers ont été supprimés. Donc je ne saurai jamais. Et je crois que ça va être... c'est dur à digérer, en fait. Parce que c'est très bizarre, hein, mais du coup, dans la rue ou des choses comme ça, je me dis, ah, il pourrait ressembler à quoi? Enfin, tu vois, je peux encore... Enfin, je cherche encore, tu vois. Il y a vraiment des trucs où... je me dis, ah ouais, je saurais jamais. Je saurais jamais. Et malgré toutes les thérapies, tu pourrais l'imaginer, Audrey, tu pourrais... Non, en fait, moi j'ai envie de savoir qui a fait ça, pourquoi il a fait ça, lui serrer une bonne poignée de main et lui dire, ah ben merci, parce que grâce à vous j'existe, grâce à vous mon frère existe, grâce à vous mes parents ont pu être parents, en fait. Et j'aimerais rencontrer cette personne. Et avec tout ça, qu'est-ce que je garde? Je garde que les enfants sentent tout. Ils savent tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, en chaque adulte, en chaque enfant, adolescent, l'embryon, il sait tout. Et en fait, on a toutes les réponses en nous. Ça, c'est la première chose que je garde. La deuxième chose, c'est vraiment faire appel à nos intuitions quand on sent les choses, quand c'est vraiment fort, c'est qu'on est vraiment sur le bon chemin. Et 3, ça m'a donné l'envie plus d'aider les parents à dire la vérité à leurs enfants. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'écris la méthode Raconte-moi mon histoire. Enfin, je me dis, faut que mon histoire, elle serve à quelque chose. Faut que... Et les parents, ils savent pas, je le vois bien, ça fait 20 ans que je suis thérapeute. Les parents n'osent pas parler de fausses couches, ils n'osent pas parler d'IVG. On parlait d'adoption, il y a des sujets tabous, c'est non, on n'en parle pas, il est trop petit. Les parents ne savent pas. Donc j'écris la méthode pour avoir, déjà pour avoir d'autres thérapeutes, parce que je commençais à avoir beaucoup trop de monde dans mon agenda, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à guider les parents. Et puis c'est aussi pour ça que j'écris le livre, pour vraiment guider, pas après pas, toutes les étapes de la grossesse, de l'accouchement, comment on explique une fausse couche, comment on explique que l'enfant il a été désiré ou pas désiré, s'il a été déclenché ou autre, pour qu'en tant qu'enfant, on comprenne les pensées limitantes qu'on a pu mettre en place, et pour aider les parents à mettre des mots sur tout ce qui a pu se passer pendant la grossesse, pendant l'accouchement. Donc merci, mon histoire. C'est ça que je retiens. Parce que grâce à ça, ça a déjà libéré tellement d'enfants et de parents, et je sais que ça va encore continuer.